J'ai encore gagné. Dans tous les jeux, je gagne. Je suis trop content. Je pense que voilà, on pourra pas nous accuser d'avoir mal préparé. En plus, je suis allé voir Vertige Media quand même. Est-ce que ça fait pas de nous des experts, ça? Et il y a un moment, il y a une question de talent. Regarde là ma chronique, t'as l'impression que j'ai potassé des bouquins, j'ai absolument rien foutu et tout de tête. J'avoue, C'est le c'était talent. chaud, mec. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre Grimpeurs, le podcast escalade le plus solide du game, le plus réel du game, le plus moustachu du game, le plus traction à un bras du game. Ici on parle et on débat de la grimpe dans toutes ses formes jusqu'au plus controversé. Les épisodes sont enregistrés en live le lundi à 18h, donc si vous souhaitez participer à l'émission, tous les liens sont dans la description. Bon épisode. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Entre Grimpeurs. Le petit rendez-vous hebdomadaire avec les copains. Petite dédicace à Maël, dit à Bloc, qui ne pourra pas être là sur ce live. On lui fait des bisous. On aura l'immense honneur et l'immense plaisir d'avoir Papel Pedro, dit Pierre, ou l'inverse, et Guillaume Guémas, le légendaire youtubeur de la chaîne YouTube Style Alpin, et moi-même, Baptiste Rouche, fondateur de Nival et cofondateur de la chaîne YouTube Côté Bloc. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet important dans la vie et l'entraînement d'un grimpeur, c'est les blessures, la progression et système D. Est-ce qu'on peut vraiment progresser en escalade sans jamais se blesser? C'est la question qu'on se pose cette semaine dans un épisode à 3 rubriques. Et on va commencer par la mienne, Crashpad et Business. Crashpad et Business, on va décrypter ensemble les chiffres clés des blessures en escalade et ce qu'ils impliquent pour les marques, les coachs et les créateurs dans ce milieu. Dans la deuxième rubrique, on ira avec Style Alpin pour la thématique vieille latte et grande aventure. Et on va faire un retour sur l'époque où les secours n'étaient qu'une corde et un pote motivé. Comment on s'en sortait avant, quand l'alpi se terminait souvent à cloche-pied et sans hélico qui vient te sauver par le contribuable. N'est-ce pas, Guillaume? Exactement. En troisième catégorie, grimpe et controverse avec Papel. Aïe, aïe, aïe. Sa méthode de rat pour soigner une tendinite. Ça va faire controverse, les gars, j'annonce. On va avoir tous les kinés dans les commentaires. Ses meilleurs tips pour de la renfo, de la récup, du sommeil, des compléments et surtout l'écoute de son corps. Ça va être un épisode entre lucidité, anecdote et stratégie concrète pour durer dans la verticalité, parce que progresser, c'est aussi apprendre à ne pas tout casser ou se casser. Bon les gars, on va commencer par un petit tour de table. On va commencer par Guillaume. Donne-nous tes actualités de la semaine ou de ces 2 dernières semaines, comme on n'a pas eu d'épisode la semaine dernière. Eh ben, écoute, moi, en ce moment, j'ai réussi à reprendre un rythme de publication à peu près correct toutes les 2 semaines. Donc, il y a 2 semaines, j'ai publié une vidéo qu'on a tournée d'ailleurs ensemble, Baptiste, avec Léo, qui est un jeune qui se lance pour être guide de haute montagne. Et on a fait une interview assez intéressante. Et la prochaine vidéo sur la chaîne arrive demain soir. Donc, restez connectés. Trop stylé. On peut savoir de quoi ça va parler ou pas, mec? Ouais, bien sûr, ça va parler du duc des Abruzzes, qui était le petit-fils du premier roi d'Italie et qui fut un prince, mais aussi un alpiniste et un explorateur qui a notamment fait des premières tentatives pour essayer d'atteindre le pôle Nord et un des premiers à explorer aussi le K2. Ok, trop stylé, trop hâte de voir. Papel, les nouvelles de ton côté ces 2 dernières semaines? Les 2 dernières semaines, moi, écoutez, ça va. Du coup, j'ai repris un taf là de salariat et c'est marrant parce que je sais pas pourquoi, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ce que je faisais dans la vie hors YouTube. Et ben voilà, maintenant, ça me donne une occasion de vous le dire. De formation, je suis éducateur spécialisé et là, je travaille en gros surtout avec des enfants autistes. À part ça, je suis hyper content parce qu'aujourd'hui même, on a atteint les 1000 personnes à la papellerie. Et la papellerie, c'est 2 choses. C'est d'un côté, donc, ma formation qui vous donne toutes les bases de l'escalade. Et de l'autre, c'est aussi la newsletter que j'envoie chaque dimanche. Bon, j'ai bien remarqué que la plupart des gens étaient venus pour la formation et que ma newsletter, ils s'en fichent un petit peu. Mais voilà, 1000 personnes, pratiquement 1000 élèves,
C'est super, donc je suis vraiment trop content. Si jamais vous voulez me rejoindre, les liens seront dans la description. Et j'ai fini le tournage de ma prochaine vidéo qui sera, ça c'est sûr, la plus longue que j'ai jamais fait. Et je pense une de celles dont je serai le plus fier. Donc je ne sais pas quand ça sortira, mais j'en suis vraiment assez content pour l'instant. Donc ça fait plaisir. Bon, bah super, hein, on a hâte que ça sorte. Félicitations pour les 1000 subscribers. Yes, merci mec. À ta newsletter. Ouais. Bon, et toi? Bah, de mon côté, les actualités, c'est qu'on a lancé, on est allé sur Paris faire le shooting avec Max Burton et mon autre égérie Lily Climbs. Et on a lancé la campagne de précommande pour les nouveaux pantalons et shorts, les Gravity X, avec une toute nouvelle matière. C'est une dinguerie. La campagne a plutôt bien fonctionné, c'est cool. Elle est encore en cours. Donc je vous invite à aller sur le site de Niva Climbing si ça vous intéresse, de profiter des petites réductions sur les campagnes de précommande. C'est par le nombre d'articles achetés. Un article, c'est 10%. Graduellement jusqu'à 5, moins 30% de réduction. Donc voilà, c'est ce qu'on. Même nos soldes ne font pas moins 30% en temps normal. Donc je vous invite à aller découvrir ça, les liens dans la description si vous avez besoin d'un petit pantalon ou d'un petit short d'escalade. Ça nous aiderait à nous développer en tant que marque indépendante. Trop bien. Et puis c'est tout. Quoi de neuf? Voilà, je voulais aussi vous préciser que les gars, il faut vous abonner. On a l'objectif d'avoir des invités à partir de 1000 abonnés. Je sais que vous êtes beaucoup. Je sais que vous êtes quelques-uns dans les commentaires à se demander pourquoi il n'y a pas de diversité dans notre podcast. Et bien, la réponse, elle est ce qu'elle est. C'est qu'on attend d'avoir assez d'abonnés pour faire des podcasts dignes de ce nom et d'avoir des personnalités qui puissent aller approfondir les différents sujets qu'on a déjà fait. Donc là, on va survoler de manière globale plusieurs thématiques jusqu'à atteindre le palier symbolique des 1000 abonnés pour vous proposer et faire évoluer le podcast avec des invités. Ouais. Et d'ailleurs, je vous propose de commencer, les gars. Ouais, mais justement, peut-être petite précision avant. On va quand même rappeler qu'on n'est pas des professionnels de santé, qu'on n'aura pas forcément du coup une expertise absolue dans le sujet dont on va parler aujourd'hui, et que voilà, c'est vraiment une discussion entre nous, entre potes, et c'est aussi pour ça que on n'a pas de femmes dans l'émission résidente, si vous voulez. C'est qu'on a juste créé le podcast parce que voilà, on s'entendait bien. C'est pas aller plus loin que ça. On n'était pas dans une démarche où il faut cocher telle case, puis il nous faut telle case, il nous faut un médecin, puis un machin, ceci. Non, c'est juste 4 mecs, en l'occurrence, qui s'entendaient bien, qui créaient du contenu, qui avaient envie de faire un truc ensemble. Et ça va pas plus loin que ça, quoi, les gars. Donc, c'est juste une petite émission qu'il faut prendre pour ce qu'elle est. Une petite émission, une discussion entre 4 potes qui sont pas des experts, qui sont pas des professionnels, mais qui aiment la grimpe et qui avaient envie d'en parler. Voilà, détendez-vous. Et n'hésitez pas à venir vous compléter. On va commencer dans les commentaires. On va commencer, Jean Papel. C'est un live, hein, les gars, on est en live sur YouTube, donc ceux qui sont présents et qui nous font l'honneur de leur présence, n'hésitez pas à nous poser des questions par rapport à cette thématique, les blessures en escalade. Et on va commencer tout de suite par ma thématique, les blessures en escalade, un enjeu pour les grimpeurs et les entrepreneurs. L'escalade est un sport incroyable, bon, ça on le sait tous, mais il comporte évidemment des risques. Moi je touche du bois, je me suis jamais blessé gravement. Je ne sais pas vous déjà, est-ce que vous êtes déjà blessé les gars? On reviendra dessus, mais est-ce que vous êtes déjà blessé? Non. Non. Enfin, tu comptes les tendinites ou pas? Ouais, non, oui, c'est pas une blessure. ouais. On est d'accord. On va essayer de comprendre la nature des blessures les plus courantes. Ça pourra peut-être aider nos viewers à mieux se préparer, mais aussi à identifier les opportunités pour améliorer la sécurité et le bien-être des pratiquants. Moi, j'avais quelques statistiques que j'ai retrouvées sur les blessures en escalade. La FFME avait recensé entre 2023 et 2024
445 sinistres, représentant un ratio de 0,37% par rapport aux 120 000 licenciés. Là, les gars, j'ai une petite devinette pour vous sur ces statistiques. Donnez-moi à peu près le pourcentage des accidents pour le bloc et celui pour la voie. Beaucoup plus en bloc, c'est sûr. Ouais. Ouais, direct. Bah, allez, on fait un petit jeu, les gars. 80, qui va deviner, 80 pour le bloc, 80% pour le bloc, 20% pour la voie. Putain, j'aurais dit presque pareil. Allez, 75-20, 25. Ok, bah, je vais vous dire la statistique. Et c'est Papel c'est Papelito qui remporte cette devinette. J'ai encore 76% des accidents Dans tous les jeux, je arrivent gagne. Je suis en trop bloc. content. 76% des accidents arrivent en bloc, 19% en voie. Les 5% restants concernent d'autres zones de la salle, comme la salle d'échauffement, le bar, les douches. Mais comment ils font pour se blesser au bar? Ça doit être con de se blesser dans les douches. Non, mais dans les douches, je comprends, mais au bar, je sais comment tu pas. te blesses, mec? Moi, je me suis il y en a déjà beaucoup qui sont dans un blessés bar, au je suis déjà tombé en arrière. Ouais. Ouais, dans un bar, je suis déjà tombé en arrière d'une chaise. Je peux te dire que ça te fait pas du bien pour le bassin. Dans un bar, il y a moyen de se blesser. Ah oui, non, mais moi c'est aussi, très je suis clair. tombé plus d'une fois, mais je me suis pas blessé, quoi. En bloc, 76% des accidents en salle concernent le bloc, principalement dû à des chutes mal réceptionnées sur le matelas. Les gars, vous, est-ce que vous avez déjà vu des dingueries est-ce que vous avez déjà vu des blessures en salle? Voilà. Ok. Moi, Ok, j'ai dit voilà. Et vous, dans le commentaire, Ouais. est-ce que vous avez des anecdotes? Sur Bah, des vas-y, blessures Papel, on t'attend. Hein. On attend que toi. Ouais. Sur des blessures en bloc, sur des chutes mal réceptionnées. Bah, je sais pas si c'est des anecdotes, c'est des gens qui sont tombés et puis ils se sont fait mal, quoi. Non, mais. Bah, je sais pas. Moi, j'ai une petite anecdote. Une fois, j'ai emmené, c'était une copine cycliste qui était dans la même promotion que moi dans mon incubateur de start-up. Je l'ai emmenée à la salle. Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas fait d'escalade. Elle faisait beaucoup de vélo. À l'échauffement, mec. Non, justement, elle s'échauffe pas. Elle fait la meuf qui a envie d'y aller sur un bloc un petit peu facile. Elle désescalade pas, elle saute. Et bam, elle se fait le genou comme ça. 6 mois d'arrêt. Et elle, son gagne-pain, c'est le vélo. Hein. Donc voilà, force à elle. Ouais, tu m'étonnes. Force à elle qui ne retournera plus jamais à Space Block. En tout cas, on lui fait des bisous. Concernant la voie, 49% des accidents en voie sont liés à des retours au sol. Bah ouais. Près de la moitié étaient des chutes de sol, 49% suivis d'accidents dus à des impacts contre le mur, 28%, des collisions avec une autre personne, 13%, et d'autres blessures, 10%. Dans 72% des accidents avec retour au sol, lors de l'escalade en tête, c'est entre la 5e et la 7e dégaine que la chute a eu lieu, selon un article de Vertige Média. Les gars, est-ce que vous avez des retours d'expérience avec la voie? Moi j'en ai un. C'était il y a quoi? Il y a 3 mois, je crois, à peu près. Je vais grimper en falaise et parmi des potes de potes, il y a une meuf qui est censée m'assurer. Sauf que j'ai jamais grimpé avec elle. Du coup, je lui demande, ça va, tu gères l'assurage? Et elle me fait, oui, j'ai fait une fois, c'est bon, je m'en souviens. Je fais, on va peut-être revoir un petit peu quand même, du coup, vérifier que c'est bon, tu l'as bien. Donc, je lui remontre un peu comment ça marche. J'arrive à la deuxième dégaine. Je suis à hauteur de la dégaine, ma taille est au niveau de la dégaine. Et il lui fait, bah écoute, je vais faire exprès de faire une mini-chute, tu vois, pour qu'on vérifie que c'est bon, t'arrives bien à m'assurer. Ça n'a pas du tout marché, je me suis retrouvé au sol. La corde m'a en plus lacéré la jambe. Ah, j'étais énervé. Heureusement, elle était belle. Putain, je vais en connard. Ça va encore pas passer celui-là. T'as su lui pardonner. Ouais, non. Et puis, elle était surtout très gentille. Et ça nous a permis de vraiment, voilà, apprendre à faire un assurage de qualité. Et maintenant, je sais qu'elle sera bien assurée, quoi. Mais J'ai attends, fait ça pour les t'es autres, arrivé en fait. t'es arrivé à quelle dégaine? La deuxième. Heureusement. Ah. Heureusement, je suis pas allé plus haut. Parce que là, je peux te dire que ça aurait été la 4e, la 5e, je serais tombé au sol pareil, mec. Hein. Ouais, mais deuxième, il y a plus de risque de retour au sol qu'à la 5e, on est d'accord. Oui, mais c'est qu'elle a lâché la corde.
C'était un reverso, elle a lâché ouais. la corde. C'est tout. Ouais, tendu, tendu. Hein. Bon, bah évidemment, on peut recenser que les zones les plus touchées, c'est les membres inférieurs, les jambes, surtout en bloc. Après, pour les membres supérieurs, doigts, coudes, épaules sont fréquemment affectés, surtout en voie. Vous, les gars, quand vous avez des petites blessures, où est-ce que ça arrive le plus fréquemment? Moi, c'est souvent quand je dérape en dalle, c'est souvent le tibia là, qui prend cher. Là, si je regarde un petit peu mon corps, c'est vraiment cette partie-là où j'ai le plus de blessures. Et vous? Vas-y, Guillaume. Non, moi la dernière, du coup là, cette semaine, on a été grimper avec ma copine et un pote qui est assez expérimenté. Et du coup, j'ai fait pareil, un test de chute pour qu'elle se sente bien de pouvoir m'assurer si je chutais en tête. Et comme un con, j'ai agrippé la corde et du coup, le retour falaise, j'ai la main qui a vraiment éraflé la falaise et voilà. Ça m'apprendra. Non, petit bobo. Moi, je dirais, j'aurais pu dire pareil, un peu les jambes, les tibias, mais je grimpe que en pantalon. Du coup, en vrai, ça va, je m'égratine pas trop. Un peu les mains, il y a pas mal d'escalades en fissure et à La Réunion, il y a pas mal d'escalades en fissure. Du coup, ouais, des fois, les mains, quand Trop on bien. va un peu tester des verrous, des machins, ça t'écrase un peu. Pas de grosses blessures. Bah, on va toucher du bois. Et vous, les personnes qui nous regardez là en commentaire, là, est-ce que vous êtes blessés? Dites-nous tout. Pas votre pire blessure. Après, qui est-ce qui disait ça? C'est Ngannou? Que les pires blessures n'étaient jamais physiques? Mais après, beau, ça. en termes de grosses blessures, il y a eu l'histoire là, de la grimpeuse pro d'Arabie Saoudite qui a eu, je sais pas, 9 mois d'immobilisation parce que un des entraîneurs a lâché la corde, enfin, l'a assuré de manière un c'était peu en France, un il peu assurait freestyle. n'importe comment, ouais. Ouais, un mec français, je crois. Et, c'était un Français. Bah, elle, du coup, alors, si je me rappelle bien, c'était les jambes cassées, enfin, les jambes brisées et le bassin surtout, qui a pris. Donc, ouais, membre inférieur, ça peut faire mal tout de suite. Ouais, c'est pour ça que l'escalade, il faut vraiment faire attention, la sécurité avant tout. Et on va parler justement de la deuxième petite sous-rubrique de ma chronique, implication pour les entreprises dans le domaine de l'escalade. Moi, je pense que déjà, c'est concevoir des produits plus adaptés, développer des équipements qui minimisent les risques de blessures, comme des crash pads plus efficaces. On a vu la Snap qui a sorti un crash pad gonflable. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cet objet-là? Est-ce que vous pensez que c'est plus pour le côté pratique que pour le côté sécurité? Ouais, je sais pas. J'ai une question, si tu démarres un peu sous un toit, tu sais, il y a certains blocs où tu démarres limite dans une grotte là. Si tu tombes, tu rebondis, tu te retapes la tête dans le mur ou ça se passe comment? Je sais pas comment ça amortit vraiment les retombées. Moi, je pense que tu rebondis. Hein. Je sais pas. Enfin, dans la logique, tu serais Non, pas je censé pense pas. rebondir, sinon ça sert plus à rien. Si tu tombes sur ton pas, ouais. Moi, j'avoue, je sais pas trop quoi en penser de ce truc-là. Bof, quoi. Pourquoi pas? Faudrait voir, faudrait essayer. Je m'en fous un peu, hein, Et vous, là, pour être honnête. est-ce que vous avez des objets qui vous viennent en tête là sur un petit peu l'évolution de la sécurité en escalade? Oui. Peut-être Guillaume, l'évolution en alpinisme. Papel, vas-y. Ouais, c'est... Ah, je vais pas donner la marque, j'ai pas envie de faire de la pub à la mauvaise marque, mais il y a une marque de corde, je ne sais pas laquelle, si je dis pas de bêtises, qui a breveté un nouveau revêtement de corde qui permet de beaucoup mieux les protéger que ce qui se faisait auparavant, apparemment. Et il y aurait eu des tests. Vous pouvez checker sur la chaîne Hard is Easy. Voilà, si vous voulez retrouver ce dont quoi je parle, je suis à peu près sûr que c'est là-bas que j'ai vu ça. Donc, vous pouvez checker. J'ai envie de dire mammouth, mais je suis pas sûr et certain. Donc, allez voir, vérifiez les informations, c'est très important. Et ça me paraissait pas déconnant parce que c'est vrai que putain, une corde, ça s'abîme vite quand même, je trouve.
Après, c'est peut-être que j'ai pas des cordes d'assez bonne qualité, mais j'en ai marre de les couper. Guillaume, tu avais un petit exemple? Non, Dans le domaine de l'alpinisme, quelle a été la plus grande évolution? Non, point de vue du matériel, comme je l'avais dit la dernière fois, les cordes, avant la chute était interdite puisque les cordes n'étaient pas dynamiques. Donc, c'était justement prendre un vol sur une corde en chambre à l'époque, ça pouvait avoir des conséquences assez dramatiques. Soit la corde est cassée, soit ça pouvait te casser effectivement les reins, les côtes, parce que tu étais encordé à la taille. Déjà, le baudrier a fait une apparition assez tardive aussi. Bon, après, au niveau des casques, il y a eu beaucoup d'évolutions aussi. Hein, quand tu vois déjà, on a commencé à mettre des casques à un moment parce qu'on s'est dit se prendre des pierres sur la gueule, ça suffit. Mais quand tu vois les premiers casques dans les années 50, 60, c'est des trucs, voilà. Donc, je pense que sur le casque, au niveau de la légèreté, que ça protège véritablement des chutes de pierre, des chutes de glace, je pense que le casque a été assez important pour prévenir les blessures à la tête, qui était finalement en alpinisme souvent le problème. Hein. C'était, je vais en reparler après, mais c'est les chutes de rochers souvent qui pouvaient blesser à la tête les seconds, en tout cas ceux qui étaient en dessous du leader. Donc ouais, je dirais les casques. Ouais. Et d'ailleurs, à propos de casque, on a tous le même, non? Quand je vois vos stories et tout, j'ai l'impression que qu'on a tous le même. Le Black D. Moi, j'ai un Black D, j'ai un Black D Vapor, moi. Moi, je sais pas le modèle, mais j'ai aussi un Black D. Ouais. Toi, c'est un Vision, ou un Capitaine. Putain, tu connais tous les modèles de casque, mec? Ah ouais. Eh ouais, lui, c'est un... J'ai bossé dans le matos, hein. C'était mon job de connaître les modèles. Moi, c'est quoi mon modèle? Je sais pas, faut que tu m'envoies une photo. Il est là. Attends. Il va chercher le casque, les gars, le chat, devinez. Mais je te vois pas, attends. Taïk. Tu vois pas, juste là. Je peux te le montrer, attends. Ça doit être... Je crois que c'est le Vision, ça. C'est le Vision? Je sais pas s'il a marqué. Moi, c'est pas le Vision, alors. Ouais, putain, t'es chaud, mec. Vision helmet. Allez. T'es chaud, gars. Putain, c'est Made in China, Black D. Je suis déçu. J'avoue, je flex un peu. Baptiste, si c'est pas le même, du coup, c'est peut-être un Capitaine, toi, que toi. Ok, je regarderai. Il y a eu aussi une évolution sur les systèmes d'assurage améliorés. On est passé pour Petzl du Reverso, un panier, au gris-gris. Qu'est-ce que vous en pensez de cette évolution? Moi, personnellement, j'ai jamais réussi à passer au gris-gris. Je trouve le Reverso beaucoup plus facile à manipuler. C'est peut-être parce que j'ai commencé avec un Reverso. Vous, les gars, qu'est-ce que vous en pensez de l'amélioration de l'assurage? Ouais, moi, je suis un anti-gris-gris. J'aime vraiment pas ça. Mais du coup, c'est vrai que le Reverso, ce qui peut être un peu chiant, c'est voilà, quand tu assures quelqu'un qui pendant sa corde pendant longtemps parce qu'il est sur un projet, c'est un peu relou. Et du coup, ça fait un petit moment que je suis passé là-dessus. C'est celui de Black D. Ça marche exactement pareil qu'un Reverso, sauf que c'est autobloquant. Ça change la vie. C'est trop bien. Vraiment, c'est pas plus lourd. Vous voyez, j'ai les deux à côté. Chat. C'est moins cher qu'un gris-gris. Beaucoup moins cher en plus. Ça vaut 45 €, je crois. C'est le feu. C'est le feu. Et c'est un ATC guide ouais, que t'as, exactement. Non? Et vraiment, j'en ai offert un à mon ex. C'est trop bien. Et quand tu as quelqu'un qui ne sait pas trop assurer, ouais, tu lui files ça et au moins t'es tranquille. Mais ouais, clairement, je suis un anti-gris-gris. J'aime pas ça. Donner du mot. Surtout pour apprendre, moi je pense que le gris-gris ça doit pas être quelque chose qui doit être donné je pense aux débutants, mais c'est pour les mecs qui savent déjà bien assurer, parce que si tu commences à apprendre à assurer sur un gris-gris, tu dis oh ok si jamais j'ai un problème c'est autobloquant, c'est pas autobloquant, c'est ça freine, mais c'est de toute façon ils te le disent bien les marques, hein, c'est pas autobloquant dans le sens où il y a eu plein d'accidents en se reposant un peu trop sur le fameux l'accident qu'il y a eu. Il avait un gris-gris, l'accident. C'est pour ça. Et d'ailleurs, vous trouvez pas que c'est assez paradoxal que
ce soit les débutants qui ont du coup peut-être un petit peu plus et encore que j'allais dire que ce soit les débutants qui ont le plus de chances de mal assurer, mais en vrai, les débutants, ils sont tellement flippés de mal faire qu'en général, ils font vraiment très attention. Et du coup, je pense pas que ce soit le plus dangereux. Et par contre, oui, il faut absolument apprendre à assurer au verso. C'est la base, quoi. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Assez d'accord. Bah, ça tombe bien, c'était mon deuxième point, Jean Papel. Formation et sensibilisation, proposer des programmes de formation et enseigner les techniques de chute sécurisée et l'importance de l'échauffement. On va relancer un petit débat. Est-ce que vous trouvez que les débutants aujourd'hui sont mis sur la falaise un petit peu trop vite, entre guillemets? Non. Tu peux débuter en falaise. Hein. Tu peux débuter en falaise, tu peux faire tes armes en falaise, tu peux apprendre à grimper en falaise. Il n'y a aucun mal à ça. Si tu gères ton assurage, que tu tombes en selle ou en falaise, tu vas te faire mal. Ok, il y aura peut-être un peu plus de cailloux en extérieur. Non, mais moi j'ai appris, j'ai appris en falaise et là tu vois mercredi, justement on était dans une voie où il y avait pas mal de terrasses. C'était justement assez intéressant, tu vois. Encore une fois, j'étais avec quelqu'un plus expérimenté que moi. Mais justement dans mon assurage, il me disait là, tu vois, je suis dans des terrasses, donc si je retombe, faut vraiment que tu sois vigilant avec l'assurage pour pas que je me fracasse les chevilles parce que c'est vraiment le grand danger. Et il me dit souvent un truc qui est assez vrai. Il dit en fait ça c'est un problème même de débutant. C'est plus technique d'assurer dans ces trucs-là parce que forcément les terrasses, tu vas les trouver dans des voies en 5, début 6. Alors que les mecs qui sont dans le 8, ils sont dans du lisse ou dans des surplombs. Et donc du coup, les mecs ils ont aucune chance. S'ils prennent un vol, il n'y a pas du tout de danger par rapport à ça. Et c'est assez intéressant parce que c'est technique déjà à grimper. C'est quand même des fois pas hyper facile et t'as ce côté en mode bah là si je me foire je peux me faire mal aux chevilles, tu vois, en retombant sur tes pieds. Et quand t'assures aussi c'est un peu plus technique et c'est intéressant à appréhender. Et justement si t'es débutant mais que tu fais que de la salle, c'est rare qu'en salle t'aies des terrasses, tu vois, justement ce type de configuration. Et donc du coup, tu es habitué à prendre des vols ou à assurer par de la salle où c'est vertical ou légèrement surplombant. Mais en vrai, les terrasses, c'est un truc des voies de débutants, mais qui est assez compliqué à appréhender d'un point de vue justement blessure et sécurité. Mais c'est tout le paradoxe des voies faciles. C'est ce qui les rend faciles, c'est ce qui les rend dangereuses. Moi, il y a plein de 5K où j'ai été pour m'échauffer, j'étais là, waouh, j'aurais pas envie de tomber ici, hein. Et vous, en tant que de créateur de contenu, est-ce que vous pensez avoir un rôle pour former et sensibiliser les grimpeurs qui découvrent l'escalade? Ouais, bah c'est un peu pour ça. Enfin, moi je parle d'histoire, mais en même temps, je suis journaliste aussi. J'ai d'autres activités qui m'amènent à discuter avec beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui veulent se mettre à la montagne, se mettre à l'alpinisme, etc. Et moi je prône toujours, mais on en avait déjà parlé, que les sports outdoor, il y a la notion d'autonomie qui sont différentes de tous les autres sports, c'est qu'on évolue en milieu naturel et que quel que soit le sport qu'on fasse, il faut qu'on ait des notions, outre le niveau technique, des notions d'autonomie et de sécurité. Et c'est pour ça que je voulais faire l'épisode là avec Léo sur comment devenir guide de haute montagne, parce que j'ai eu au téléphone et comme ça dans la vie pas mal de jeunes qui m'ont dit « Ah, moi je veux faire guide de haute montagne », un peu après avoir vu le truc d'Inoxtag, tu vois, mais sans comprendre tout ce que ça représentait en termes d'engagement physique, financier, mental, et en termes de quel niveau il faut avoir, quel niveau de connaissance il faut avoir, rien que pour passer l'examen probatoire à l'entrée en formation. Et c'était un peu dans ce cadre-là, donc oui, je suis peut-être moins exposé parce que j'ai plus une chaîne historique avec des histoires, etc. Mais les gens qui me regardent sont quand même généralement des gens qui pratiquent ou qui ont envie de pratiquer la montagne. Donc je pense que c'est important d'au moins les diriger vers des institutions compétentes, des guides de haute montagne, des clubs alpins, que ce soit le CAF, la FFME, et des institutions dans lesquelles on peut apprendre auprès de professionnels ou auprès de bénévoles, mais qui ont un diplôme et qui savent encadrer, quoi. Et pas d'aller, justement, le truc à pas faire, c'est de se dire, c'est comme d'aller acheter de quoi jouer au foot et faire un foot avec ses potes. Les sports de nature, ça s'apprend et il y a des règles à savoir et on se balance pas comme ça dans une falaise. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, sur cette question, je suis partagé dans le sens où, quand j'ai créé ma chaîne, je voulais vraiment, en fait, créer la chaîne que je voulais avoir, enfin, que j'aurais voulu avoir plutôt lorsque j'ai débuté.
Et c'est vrai qu'une des choses qui me manquait, je trouve, sur YouTube, c'était justement un peu tout cet aspect des manips, de la technique, parce que tu tombais que sur des vidéos assez obscures, mal filmées, à la GoPro, pas très bien expliquées, jamais complètes. Et du coup, je crois que j'ai fait quelques vidéos, enfin, je suis sûr que j'ai une vidéo sur comment apprendre à grimper en tête, où j'explique justement quelques manips. Aujourd'hui, j'ai peut-être un peu plus de mal avec ça, dans le sens où, ouais, je suis pas sûr non seulement de l'avoir très bien fait, je pense que cette vidéo est pas terrible, honnêtement. Et encore une fois, c'est ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, hein, mais je trouve pas que YouTube, pour de l'apprentissage pur et dur, soit la meilleure plateforme. Et c'est pour ça que j'ai ma formation. Mais dans ma formation, j'apprends à grimper. J'apprends pas les manips. C'est d'ailleurs une grosse question que je me pose encore actuellement dans la formation pour aller au CETA que je vais faire. Est-ce que j'inclus les aspects de sécurité ou pas? Vraiment, je n'ai pas encore la réponse à cette question. Je ne sais pas. Donc voilà, c'est une bonne question que tu poses, Baptiste. Et honnêtement, je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est une question ouverte. Et dans le chat, bon, les gars, évidemment. On va conclure. Le chat n'est pas très réactif, mais si vous avez des questions, on se prendra quelques minutes pour y répondre. Donc voilà, c'était un petit peu histoire de comprendre les statistiques des blessures et de voir comment on peut créer un environnement plus sûr et plus performant pour nous, les grimpeurs. On va passer à la deuxième rubrique, celle de style alpin. Guillaume Guémas, rapide histoire du secours en montagne et des blessures à l'ancienne. Vas-y, qu'est-ce que tu veux C'était un peu pour aller sur le terrain des blessures entre guillemets, mais le secours a forcément une grosse part là-dedans. Et en fait, l'histoire du secours en montagne, elle est assez particulière. Parce que jusque dans les années 50, c'était la charge des guides de haute montagne d'assurer, en tout cas en France, d'assurer le secours en montagne. Et en fait, il y a eu un événement qui a rebattu les cartes du secours en montagne, c'est l'affaire Vincendon et Henry en 1958. Donc je crois que c'est aux alentours de Noël, c'était en hiver. Et tu as deux jeunes, donc il y en avait au moins des deux qui est belge. Je crois que l'autre était français, ou alors deux belges. Bon, là j'ai un peu la mémoire qui flanche, mais qui, avec un petit peu d'expérience en montagne, mais pas non plus exceptionnel, ils partent faire une voie sur le versant de la Brenva, donc le versant italien du Mont Blanc, itinéraire assez engagé. Et ils se perdent parce qu'il y a la tempête qui se lève, etc. Ils croisent Walter Bonatti par hasard, qui essaye de les guider vers Chamonix, mais ils se perdent dans le brouillard, etc. Et à un moment, ils sont morts de fatigue, ils commencent à être en hypothermie, etc. Et ils s'arrêtent et ils sont un peu naufragés. Et pourtant, ils sont pas très loin d'un abri, mais il y a une telle tempête que voilà. Et il y a des caravanes de guides qui vont se mettre en place. Mais on dit que le secours est trop compliqué, les hélicoptères n'arrivent pas à se poser. Les guides, finalement, il y a Lionel Terré qui convainc quelques guides d'essayer de faire une caravane terrestre pour les rejoindre, mais il fait tellement mauvais que c'est pas possible. Il y a un hélicoptère qui va, il se crache en essayant de les récupérer, etc. Et bon, ils finissent par périr parce que du coup ils sont passés trop de temps là-haut dans le froid, dans la tempête. Et là en fait on se dit que il faut les guides ont déjà trop de boulot à côté et il faut créer une structure un peu professionnelle de secours en montagne. Et c'est comme ça que vont être créées la compagnie CRS Alpes, qui est donc l'émanation de la police chargée du secours en montagne, et aussi son pendant dans la gendarmerie qui est un peu plus connu, qui s'appelle le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, qui sont depuis les deux formations dépositaires de l'État pour le secours en montagne. Secours qui reste gratuit par ces deux unités. Voilà. Après, on va dire que dans l'histoire de l'alpinisme,
une grosse blessure, on va dire que avant les années, avant guerre, c'était compliqué de s'en sortir. Comme je disais, les blessures les plus courantes dans ce que j'ai pu lire, c'était les chocs à la tête en fait, hein. Tout ce qui venait du haut, des blocs de glace, du rocher qui se détache. Puisque les casques, on a commencé à en porter un petit peu, je pense, autour des années 50-60. Avant, c'était pas trop le cas. Donc, des blocs de pierre, des blocs de glace qui se détachent, qui heurtent la tête, ça pouvait être parmi les blessures les plus courantes. Et puis, en alpinisme, en fait, surtout, c'est des blessures, on va dire, un peu invisibles, qui sont à l'origine de beaucoup d'accidents. C'est tout ce qui est lié à l'altitude. Et au froid, donc des hypothermies, et on va dire en Himalaya, surtout à très haute altitude, ça va être le mal aigu des montagnes, qui est en fait le résultat d'un œdème cérébral dû à un manque d'oxygène, combiné qui est dû à la haute altitude, qui se forme et qui entraîne désorientation, crise de délire, phase de sommeil, etc. Donc ça a tué beaucoup de gens en Himalaya notamment. Mais c'est pas forcément des blessures qui sont visibles, c'est plutôt des choses qui sont liées à l'altitude, parce qu'au bout d'un moment, ce qui pose vraiment problème dans l'alpinisme, au-delà des dangers objectifs, hein, donc ça c'est les chutes de sérates, les chutes de pierres, les avalanches, les choses comme ça, ça va vraiment être des maladies plutôt qui vont être d'ordre interne, mais qui font énormément de dégâts. Je ne sais pas si vous aviez des questions particulières. Après, si je voulais parler du fait que, voilà, avant les progrès faits au niveau des hélicoptères, qui maintenant jouent un énorme rôle dans le secours en montagne, les opérations de secours, c'était des caravanes à pied, quoi, hein, donc avec un brancard, et il fallait rejoindre la cordée en perdition. Alors, soit en montant la même voie qu'ils avaient montée, soit en passant par une autre voie et en redescendant par le sommet, en prenant une voie plus facile, etc. Mais donc, il faut bien se dire qu'au moment où tu déclenches le secours et au moment où les mecs te rejoignent, ils sont à pied, ils font une voie d'alpinisme. C'est pas du secours instantané, donc il y avait aussi cette notion de si tu es dans la merde, il faut pas espérer dans les 5 minutes tu sois bien au chaud dans l'hélico. Donc il y avait ça aussi. Qui faisait aussi tout le sel de l'alpinisme dans ces années-là, c'est-à-dire une prise de risque, un engagement qui serait difficile à remettre dans le contexte d'aujourd'hui où, même s'il y a encore une fois des alpinistes qui font des choses très engagées et de manière assez isolée dans des massifs en Himalaya assez reculés, c'est pas comparable quand même, puisqu'aujourd'hui il y a le GPS, il y a les transmissions, en 2 secondes on peut déclencher un secours et espérer avoir une aide, en tout cas une logistique qui se met en place. À l'époque, quand il y avait un problème, c'était compliqué d'avoir de l'aide tout de suite, quoi. Et d'ailleurs, souvent, il y a des secours qui sont déclenchés juste parce que il y a des mecs qui se sont dit tiens, ça fait 3 jours qu'ils sont partis, ils avaient dit qu'ils partaient juste l'après-midi, et puis là, ça fait 3 jours qu'ils sont pas revenus, faudrait peut-être aller voir ce qui se passe, tu vois. On était aussi sur une notion de l'inquiétude assez relative, tu vois, c'est au bout de... Ah, et ça fait 5 jours qu'ils sont partis, ils auraient de retour au bout de 3, 48 heures de trop. Mais bon, on se disait, en même temps, les mecs, ils partaient en montagne, ils savaient pas, tu vois, ils pouvaient rester 5 jours comme 3. Donc à quel moment tu t'inquiètes, à quel moment... Donc bon, il y a pas mal de mecs qui sont... des accidents qui se sont déroulés comme ça. Mais souvent, voilà, quand on lit des récits, en tout cas d'escalade un peu à l'ancienne, c'est souvent des chutes de pierre et des chocs à la tête qui reviennent. Mais il faut se dire que y avait plein de mecs qui... moi j'ai lu plein d'histoires où le gars a dit bon, mon second de cordée avait pris une pierre sur la tronche, il saignait, il avait le crâne ouvert, mais bon, fallait bien finir la voie, donc on a fait les 3 longueurs qui restaient, et puis voilà. Donc pareil, hein, une notion de la douleur et de l'urgence médicale tout à fait relative dans l'histoire. Et puis après, en termes de blessures un peu plus gore, parce que je sais que vous êtes là pour ça, si on fait un épisode sur les blessures, il y en a qui sont là pour le sang. Il y a cette histoire assez connue que j'ai racontée sur ma chaîne d'ailleurs, qui a donné lieu à un film qui est lui-même assez connu, qui s'appelle La mort suspendue. Donc c'est l'histoire de Joe Simpson et Simon Yates, 2 alpinistes britanniques qui, à la descente du Ciula Grande, donc un sommet dans les Andes, Joe Simpson se brise la jambe, vraiment en fait, pour vous expliquer, en train de désescalader une paroi en glace.
il tombe et en fait son crampon se prend dans la corde et à l'atterrissage sa jambe vrille complètement, donc il se fait je crois fracture du genou, les croisés qui... Bon bref, il y a plus... c'est un peu de la bouillie. Et ils vont redescendre la montagne tant bien que mal. Et sauf qu'à un moment, en fait, il le fait descendre en le balançant comme un sac de patates. Hein. Il glisse sur la neige puisqu'il ne peut plus marcher. Et à un moment, il saute un petit ressaut. La corde est trop courte pour le descendre en dessous de ce ressaut. Et donc Simon Yates va être obligé de couper la corde pour sauver au moins sa vie. Joe Simpson va tomber dans la crevasse, va survivre pendant 3 jours, va trouver la sortie de la crevasse, va ramper sur le glacier pendant encore 2 jours avant de retourner au camp de base, juste avant que son pote ne lève le camp. C'est vrai que dans le livre, quand il décrit un peu l'état de sa jambe au bout de 6 jours de survie, alors qu'il s'est pété la jambe 6 jours avant, qu'il n'a pas reçu de soins, qu'il n'a pas désinfecté, etc., c'est assez vénère, assez violent. Et il a réussi à garder sa jambe. Ils ne l'ont pas amputée, mais ça fait partie des blessures en termes assez connues dans l'histoire de l'alpinisme, des blessures les plus spectaculaires. On va dire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou des remarques? Et aujourd'hui, tu as des statistiques sur les secours en montagne, ce genre de choses? Parce que moi, j'ai appris là, tu vois, en faisant pour la première fois de l'alpinisme il y a quelques jours avec Gaëtan Burchell, là, qui est un aspirant guide, que c'était le contribuable qui payait les retours en hélico. Donc en fait, tu peux avoir une petite migraine, enfin tu peux ne rien avoir et appeler, solliciter les... Tout à fait. Alors c'est un peu... Tu m'as dit que c'était différent, tu vois, avec la Suisse et l'Italie. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Alors, toi qui es italien, non? Ils vont t'engueuler, ça reste des gendarmes. En fait, j'avais une conférence là d'un ancien chef du PGHM il n'y a pas longtemps. En gros, effectivement, le secours en montagne en France est gratuit. Alors, des mecs qui appellent pour pas grand-chose ou pour rien, ça existe. Mais effectivement, ils s'en tirent qu'avec une bonne engueulade de la part des gendarmes qui viennent les secourir. Mais ça reste gratuit. Alors, il y a pas mal de polémiques. Est-ce qu'on devrait mettre au moins un petit peu payant dans le sens où il faudrait que ça apprenne aux gens qui peut-être s'engagent dans des trucs sans en avoir le niveau, de façon un peu inconsciente et qui après déclenchent un secours qui met de facto la vie des sauveteurs en danger, etc. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire payer une part, etc. Bon, c'est un débat assez compliqué. Les sauveteurs eux-mêmes, tous ceux à qui j'ai pu en parler, sont pour que le secours reste gratuit. En tout cas, c'est dans la philosophie dans laquelle ils voient leur métier. Effectivement, en Suisse, c'est pas la même chose. C'est 120 € la minute. En fait, oui, si tu factures, en fait, ce que ça coûte, c'est vrai que voilà. Alors, est-ce que va y avoir une tendance avec une augmentation des gens qui pratiquent l'outdoor à forcément déclencher plus de secours? Du coup, est-ce que ça va y avoir une explosion du budget? C'est une bonne question. C'est toute une question de philosophie en fait. Mais le secours français gratuit, secours en montagne, c'est une philosophie qui est quand même assez à laquelle les sauveteurs tiennent. Après, je suis d'accord pour dire que avec l'augmentation des pratiquants d'outdoor et dont on peut soupçonner qu'il y en a une bonne partie qui vont s'engager dans des trucs sans savoir quoi faire, sans être justement autonomes et avec une petite dose d'inconscience, ça va augmenter la part des secours. Et est-ce que c'est bien raisonnable que ça soit gratuit pour des gens qui auraient pu l'éviter facilement, voilà. Donc, il y a dans le chat, il y a dit: j'ai assez halluciné à Elfroide le nombre d'hélicos appelés presque chaque jour en été pour des gens coincés en grande voie. Grande voie coincée, ouais, ils font pas mal de secours. Alors, et des fois, c'est vraiment pour des trucs à la con. Hein, donc voilà. Ah bah tu fais pas de grande voie si tu sais pas faire un rappel. Mais c'est tout ce qu'on dit, Baptiste, hein, c'est que dans l'idéal, oui, si tu sais pas faire de réchappe, tu vas pas en grande voie, mais le nombre de mecs qui se disent « Oh, c'est bon, je sais grimper en tête, je sais faire un relais, et puis hop, j'y vais », je pense qu'il est pas sous-estimé. Et alors, après, juste ce que je voulais rajouter, c'est que le PGHM ou la CRS Alpes, ça arrête soit des policiers, soit des gendarmes. Donc, quand ils font une scène de secours, et ça, c'est assez intéressant, leur priorité, c'est de faire le secours. Par contre, l'officier du PGHM, par exemple, pour prendre cet exemple-là,
il a une charge de judiciaire quand même. Donc il doit faire des photos, il doit constater la scène, parce que s'il y a une implication d'une faute, alors par exemple si c'est un client avec un guide, là on a vu qu'il y avait un guide qui avait été condamné qui avait été condamné par le tribunal de Nice parce qu'il y a des clients à lui qui sont morts dans une sortie il y a quelques années. Donc en fait le gendarme du PGHM a une charge aussi de constater la scène de secours pour voir s'il y a eu potentiellement une faute. Souvent, c'est juste un accident et donc c'est la faute à pas de chance par définition, mais s'il y a une faute causée par tel ou un tel, il a une charge de constater pour d'éventuelles après poursuites judiciaires et un éventuel procès. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est pas juste un secours, il y a aussi une constatation de l'accident et une prise en compte des preuves et des choses à disposition s'il doit y avoir des poursuites après. Moi, je pense qu'effectivement, si tu veux mon avis personnel, moi je serais pour quand même parce que le problème c'est qu'on dit aux gens bon bah vous inquiétez pas, si vous avez un problème c'est gratuit. Forcément pour moi il va y avoir une tendance à en abuser. Alors je pense qu'il faut que ça reste gratuit pour des gens qui ont bien anticipé leur sortie, puis il y a un problème, tu vois, tu te pètes une jambe, c'est un truc, ça peut arriver même si t'es hyper fort et que t'es hyper autonome et que t'es hyper à l'aise sur la sécu, donc ça peut toujours arriver. Et te retrouver à payer une somme folle parce que t'es à glisser, tu t'es pété la jambe. Alors voilà. Donc je suis pas forcément pour que ça soit full payant. Par contre, pour des gens qui ont déclenché un secours qui aurait pu être largement évitable et qui est lié à de l'impréparation ou de la surestimation du niveau, moi je serais pour qu'effectivement ces gens-là payent. Après, normalement, si tu fais des sports de montagne, tu as pris des assurances aussi qui couvrent ton rapatriement ou ton extraction de terrain à risque si besoin. Donc c'est aussi ça, parce qu'aujourd'hui tu fais un truc à risque, mais tu n'as pas pris d'assurance. Et donc tu dis, oh, bah, voilà, mais ça va, c'est gratuit. Il y a des pays, par exemple aux États-Unis, au Canada, si tu n'as pas une assurance pour n'importe quel truc que tu fais dans ta vie et qu'il t'arrive une merde, tu l'as profond. Donc voilà, je suis plus pour un mix entre responsabiliser les gens, mais garder quand même le secours gratuit pour des imprévus, des imprévisibles. Vous voulez que je vous raconte l'histoire où j'ai failli prendre l'hélico du PGHM? Allez, Papel, raconte-nous. Ok, je vais essayer de faire vite. Je vais vous faire la version courte parce que on est déjà un petit peu à la bourre. Mais en gros, j'avais une vingtaine d'années, j'étais avec mon ex et on était en train de faire le GR20. Je sais pas si ça vous... pas du tout le GR20, le GR70, qui est le chemin de Stevenson qui traverse une partie des Cévennes, une partie de l'Ardèche. Enfin, c'est très joli, une partie de la Lozère. Et en gros, donc c'est un truc qui se fait sur à peu près 2 semaines, cette grande randonnée. Et il s'est avéré qu'on s'est gouré un moment et qu'on s'est mis à suivre sur peut-être 15-20 bornes faciles le mauvais GR. Donc on s'est retrouvé en fait complètement perdu. On savait absolument pas où on était du tout. On a énormément galéré à retrouver notre chemin. Et en fait... pour retrouver la route, on avait repéré une sorte de train qui passait en bas et on s'est mis à descendre comme ça à travers les buissons, les feuillages. Il faisait nuit, il faisait vraiment nuit. On était vraiment paumés depuis assez longtemps, comme quoi on peut vraiment se perdre en France. Et bref, on descend et mon ex, en fait, va à un moment trébucher et a fait une assez mauvaise chute. Mais bon, au final, on arrive à retrouver le lendemain à peu près là où on devait être. On prend une nuit de repos, on reprend une deuxième journée histoire que ça aille mieux. Et on décide, malgré le fait qu'elle se soit fait un petit peu mal, de reprendre la rando. On se dit que ça va aller. Et on arrive à une étape où dans la journée, on est censé grimper le mont Lozère et redescendre de l'autre côté. Et là, on avait même pris un petit gîte le lendemain qui devait nous attendre, histoire de bien se refaire, parce que sinon on dormait en tente. Enfin bref. Et on est en train de faire cette rando, et mon ex, elle marche de plus en plus lentement. Donc je lui propose de prendre son sac, tu vois, pour la soulager un petit peu. Et il faut savoir aussi qu'on était parti beaucoup trop chargé. Le mien, il faisait une vingtaine de kilos, le sien une dizaine, je crois, 10, 12, bref. Et elle fait non, c'est bon, t'inquiète, je vais m'en sortir, je peux porter mon sac.
Et plus on marche, plus elle arrive même plus à marcher. Elle fait des pas de 5 cm. Elle a à moitié les larmes aux yeux, mais elle essaye de tenir, de faire la battante. À un moment, je fais en fait stop, là tu peux plus, ça marche pas. Et on arrive quasiment au haut donc, du sommet du Mont Lozère. Et là, c'est moi qui appelle du coup les pompiers qui nous envoient le PGHM pour venir les litrouiller parce qu'on a su plus tard, c'est que c'était fait une hernie linguinale, je crois que ça s'appelait. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est un petit trou que tu as, je ne sais plus trop où, et tu as un petit boyau qui sort. Enfin, les médecins expliquaient bien en commentaire ce que c'est qu'une hernie linguinale. Mais bref, elle ne pouvait plus marcher. Et là, on est en haut du Mont Lozère et je me dis putain, incroyable. Pour la première fois de ma vie, je vais faire de l'hélicoptère, ça va être trop stylé. J'appelle mon meilleur pote, je lui dis putain mec, je vais faire de l'hélico, trop bien. Je le vois arriver, c'est comme dans les films, il descend en rappel depuis la corde, je suis là, waouh, c'est trop chouette. Ils m'ont pas pris. Ils m'ont pas pris avec eux. Ils m'ont pas pris. Et bah oui, évidemment. Et moi, j'avais compris où ça allait cette histoire-là. Et ces c'est Claude qui s'est chauffé en mode. Ils m'ont laissé moi, en les fait, deux j'ai rien, sacs. mais je l'accompagne. Ils ont je vais faire même de pas l'hélico. pris Mais son t'as cru que sac, t'étais mec. dans un film, toi. Et je me suis retrouvé comme un connard à 18h en haut du Mont Lozère tout seul. Bah oui. Avec les deux sacs à devoir du coup finir l'étape et faire du stop pour aller la rejoindre à l'hôpital à 30 bornes de là. Tu veux que je te dise pourquoi ils t'ont filé les deux sacs? Parce qu'ils ont compris tout de suite, ils t'ont vu que t'étais pas un mec déconstruit, donc ils t'ont dit celui-là il est capable de porter deux sacs pendant 30 bornes. Comment j'avais le seum. Eh ben, ça va nous permettre de transiter à ta rubrique Papel, Grimpe et Controverse. Tu voulais nous parler de tes petites recettes pour prévenir des blessures. Est-ce que ta chronique va nous parler de ça? Ouais, un petit peu. On va en gros parler un peu de cet aspect assez un peu triste de la vie d'un grimpeur qui est qu'il y a quand même, malheureusement, dans notre pratique, souvent des petites blessures. Là, je vais bien parler, pas des blessures graves, pas de se casser des os, de se faire des trucs vraiment méchants qui nécessiteraient le PGHM. Mais voilà, des petites blessures qu'on va se faire parce que, mine de rien, dans la grimpe, on va souvent essayer de repousser nos limites et assez malheureusement, une façon de connaître ces limites, c'est bien souvent de les franchir et de les dépasser. Et donc, voilà, de se faire des petits bobos, des petits trucs, avoir un peu mal aux doigts, une petite tendinite. Et c'est vrai que c'est chiant, hein, mais je suis pas sûr qu'on puisse vraiment grimper entre guillemets sérieusement ou disons plutôt régulièrement et en imitant un petit peu d'intensité et avoir jamais mal nulle part. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah oui, non, mais si tu fais beaucoup d'efforts physiques, ton corps il prend quand même des gros chocs traumatiques. Hein. Là, putain, c'était la première fois, tu vois, j'ai fait une grosse rando hier. Je fais une rando de plus de 800 D+, et je suis revenu en trail. C'était la première fois que je faisais ça, mais j'avais pas les chaussures adaptées. Là, je me suis réveillé, mec, j'ai mes cuisses en feu, j'ai les épaules, je sais pas pourquoi j'ai mal aux épaules, mais j'ai super mal aux épaules. À force d'avoir, tu vois, équilibré mon corps pendant la redescente. Et ouais, quand tu forces, oui, c'est sûr que ton corps, il prend cher. Bah, surtout en escalade aussi, hein. Moi, ce qui me fait le plus mal aujourd'hui, c'est de retomber en haut du bloc. Si j'arrive pas à un mouvement dur, bah, je vais pas désescalader parce que je tombe. Et c'est là où je prends des chocs assez traumatisants pour le dos. Et comme j'ai une petite scoliose, et ben, le lendemain, je suis cassé. Ouais, c'est pas ouf. Ouais. Donc, ouais, si on avait des conseils à donner à des jeunes, franchement, à désescalader. Commencez déjà à désescalader, faites pas les fifous. Vous verrez que vous nous remercierez quand vous aurez notre âge, c'est-à-dire 22 ans. Plus 10. Guillaume, tu voulais dire quelque chose? J'avoue que j'ai tendance à désescalader aussi en bloc parce que j'ai vraiment une peur panique de me faire mal au genou. Et je touche du bois, tu vois, pour l'instant ça va, mais quand je le sens pas, ouais, j'ai tendance à essayer de désescalader. Et après, moi, souvent là où j'ai mal après une séance d'escalade, c'est les avant-bras.
Mais je pense que ça, Ah c'est ouais, assez vous avez le classique. droit Euh, Ouais, ouais. Moi, Ouais. les doigts, hein. Moi, Mais- franchement, c'est les doigts que je sens. Pas mal, mais je les sens, quoi. Ou tu sais, t'es vraiment tout le temps obligé Ah de ouais, faire non. ça, de les masser un petit peu. Ouais. Ah si, bah une fois, je me suis fait un steak à un doigt là en ripant sur une prise et ça, horrible. Ouais, ça, ça j'ai c'est pas aimé encore ça. à part. Du Bah, tout. c'est horrible sur le moment, mais en vrai, les steaks, ça part super vite. Tu soignes ça, tu désinfectes, Ouais. tu mets un petit calfate. Ouais, c'est chiant ça. Ouais. Bah alors, moi sur les blessures, tu vois, je suis pas je pense pas être d'un grand, d'être très intéressant sur le sujet parce qu'il faut savoir un truc, je déteste me blesser, je déteste avoir mal. On va dire que je fais tout pour ne pas avoir le moindre Bah, bobo. un peu comme nous, non et quand j'en ai un, Enfin, ouais, non mais, on va dire que j'ai assez peu de résistance à la douleur. Hein, je l'avoue très volontiers. J'ai pas une grande, Ça une grande va être dans résistance. l'intro, mec. Tu pleures facilement, c'est ça? Non. Mais Non. comment dire? Bon, après, Non. une fois, j'ai failli. Je me suis quasiment tranché le doigt avec un couteau à pain. Voilà, j'ai un petit peu paniqué, mais sans plus. Yes. Mais après, moi, les épaules. Là, en vrai, j'ai un peu souvent mal aux épaules. Bah, surtout la droite où je me suis fait une vieille tendinite il y a longtemps, comme un énorme débile que j'ai. Maintenant, ça va mieux, mais je peux encore la sentir un petit peu. En même temps, c'est fragile l'épaule. Hein. Toi, Baptiste, De quoi? là où t'as mal en général en grimpant ou après avoir grimpé? Bah du dos, hein. Bas du dos. Bas du dos, moi c'est ce qui fait le plus mal. Après ça dépend si je force vraiment, si je fais des grosses séances, évidemment que je vais sentir mes muscles s'atrophier et que ça va me faire mal le soir. Mais ça c'est quand vraiment je force. Par exemple quand je suis en mode compétition, je sais qu'après une compète, si je me donne à fond, je devais m'en remettre pendant 2 semaines. J'étais atrophié, j'avais mal, enfin tu vois, ça tirait de partout. Et il me faut à chaque fois 2 semaines pour me rétablir. Bon, après là, je vieillis, donc j'évite de faire des gros efforts. Faut que je trouve un équilibre avec tout ça. Mais ouais, bas du dos. Et les gars, je pense que le dos, c'est aussi le mal du siècle. Quand on est tout le temps assis, on bosse sur des bureaux. Donc voilà, je suis aussi un mauvais élève parce qu'il faudrait que je me fasse des assouplissements et des étirements au moins 15 minutes tous les jours. Je le fais pas, mais je vais essayer de mettre cette routine pour faire attention, quoi. Alors les gars, il y avait des blessures là. On a demandé les blessures dans le chat. Clamboid, aussi youtubeur, calcification des 2 coudes. Qu'est-ce que ça veut dire, calcification des 2 coudes? Allez, on rentre chez nous. On va se prendre. Non, c'est un truc avec On va les se os, prendre, non? C'est des commentaires encore un calcification, peu calcium. désagréables. Vous n'êtes pas des spécialistes. Non, mais ça Alors, va, cette tendinite fois, on l'a calcifiante annoncé à est une l'intro. forme de tendinite du coude. Je suis désolé, Baptiste, t'as donné au moins 3 statistiques en début de vidéo. Je Ouais. pense que voilà, on pourra pas nous accuser d'avoir mal préparé. En plus, je suis allé voir Est-ce- Vertige Média quand même, hein, les gars. Est-ce que ça fait pas de nous des experts, ça? On Ça lit fait la de nous meilleure des- littérature du sujet. Mais il y a un moment, il y a une question de talent. Regarde là ma chronique, t'as l'impression que j'ai potassé des bouquins, j'ai absolument rien foutu et tout de C'est le tête. talent. C'est le T'es talent. chaud, mec. T'es Bon. chaud. Bon, en tout cas, les gars, si vous aimez le talent, n'hésitez pas à vous abonner. On a pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés pour inviter des personnes sur ce podcast et apporter ce que vous attendez, de la légitimité, de la notoriété, des spécificités sur certains sujets. Donc, aidez-nous à faire grimper la chaîne et atteindre les 1000 abonnés. On vous réserve des surprises, des athlètes, des spécialistes du sport. Donc voilà, faites le pas. Abonnez-vous, ça ne vous coûte absolument rien. Tu voulais continuer avec autre chose, Papel? Ouais, j'avais envie qu'on puisse aussi donner nos petits conseils justement aux gens qui pourraient peut-être débuter un peu l'escalade, qui, comme Guillaume, ont vraiment pas envie de se blesser, auraient super peur. Et voilà, vous les gars, ce serait quoi vos meilleurs conseils pour éviter au maximum
les blessures. Moi, il est hyper simple. Putain, et ça fait vraiment rubrique. Excuse-moi, Papel, ça fait vraiment rubrique de petit vieux. Hein. C'est genre, alors, les papilles, c'est quoi les remèdes pour pas se faire mal? Les rhumatismes, allez. Bah, Et moi, j'en aurais deux. Vas-y, je l'ai dit, comme ça c'est bon. Échauffement, mais un vrai échauffement, quoi, qui dure 15-20 minutes. Ils disent que tout le monde allait dire. Articulaire. C'est pour ça que je veux le dire. Et quand je dis échauffement, c'est pas aller grimper 3-4 blocs faciles. C'est vraiment un vrai échauffement et du repos. Repos, avoir un sommeil de qualité, prendre des temps de repos entre vos blocs et des temps de repos entre vos séances de grimpe. Allez pas grimper, genre jamais plus de, je sais pas, 3 jours de suite. Et même 3 jours de grimpe de suite, c'est vraiment beaucoup. Voilà. Moi, c'est surtout ça. Bah, je suis d'accord avec Papel, hein, échauffement, et après faire une bonne séance graduelle où tu augmentes l'intensité graduellement. Moi, je sais que quand je veux vraiment parfait, je le fais jamais, hein, mais quand je sais que les meilleures séances que j'ai fait, c'est quand j'ai vraiment fait 1 heure à bien m'échauffer sur des blocs et passer étape par étape jusqu'à mes blocs, bah, voilà, des B13, des blocs noirs, ce genre de choses. Et je sais que si je suis bien échauffé, je fais beaucoup plus de noirs que si je vais directement dans les noirs 20 minutes après avoir commencé ma séance. Mais après, voilà, c'est là aussi l'appât des nouveaux blocs et de la salle. On a tendance à négliger son échauffement et ça, tout le monde n'a pas un échauffement digne de ce nom pour faire une grosse séance. Alors c'est quoi là? On a des commentaires. Il y a Mewen, qu'est-ce qu'il nous dit, le brave Mewen? Fracture ligamentaire du pouce, du coup c'est le max, sinon des égratignures, ça doit faire bien mal ça mec. De toute façon, moi je dis à notre âge, si tu te lèves le matin et que t'as mal nulle part, c'est que t'es mort. Ça, je sais pas mec, on a que 28 ans hein. Moi je pense qu'il y a des mecs de 28 ans, des femmes de 28 ans, ils ont mal nulle part hein. Mais pas des grimpeurs. Un grimpeur qui a mal nulle part, c'est bizarre quand même hein. Ils ont peut-être aussi pris, tu vois, des bonnes habitudes dès le départ. Tu vois, moi, je me souviens, quand j'étais au lycée, je me suis très mal tenu en cours et je pense que ça a joué aujourd'hui sur le fait que j'ai mal en bas du dos. Donc voilà. Ah, t'étais le genre de mec là à pencher à 45 Ouais, degrés genre, sur la comme chaise ça, là, quoi. prête à tomber. Oh putain, qu'est-ce qui me saoule, ce putain de... J'allais dire quelque chose de désagréable, mais je vais... Tu fais bien l'accent de Metz, dis donc. Hein. On sent bien la Lorraine là. Eh ben merci Guillaume Guémas. Papel, allez. Ok, je vais vous partager maintenant les gars. Ok, je vais faire un disclaimer avant. Je vais vous donner ma méthode de rat pour soigner, je mets des guillemets sur soigner, une tendinite. Je précise, je ne suis ni kiné, ni ostéo, ni professionnel de santé de quoi que ce soit. Je vous donne juste la méthode qu'un vieux briscard qui a équipé tout un tas de falaises ici m'a donné lorsque j'avais une tendinite qui a marché pour lui, qui a marché pour moi et qui a marché aux 3 potes à qui j'ai donné cette méthode. Voilà. Vous en faites bien ce que vous voulez. L'idée, ça va être, si vous avez une tendinite et que ça fait un petit moment qu'elle dure, la méthode, vous allez prendre une bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau, vous allez la couper en 2. Et à l'intérieur de votre bouteille d'eau, bah, vous allez mettre de l'eau au congèle et ça va vous faire un énorme glaçon. Mais vraiment un gros glaçon. Et l'idée, ça va être que pendant quelques semaines, 3-4 fois par jour, vous allez prendre cet énorme glaçon et venir vous masser comme ça à l'endroit de la tendinite. Mais il faut y aller, hein. C'est pas l'effleurer un petit peu. Vous devez sentir que ça rentre en profondeur. Ça doit être presque douloureux, presque ça brûle avec la glace. Voilà, 3-4 fois par jour, en continuant de grimper un petit peu, mais très tranquille. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcer, mais il faut quand même solliciter ça. Et pourquoi pas juste mettre de la glace, des potes de glace, parce que c'est de la merde, tout simplement. Il n'y a pas assez de froid, si vous voulez, dans les poches de glace ou dans les petits glaçons
fait pour ça, entre guillemets. Ce qui fait que le froid peut pas bien pénétrer du coup au niveau du tendon. Encore une fois, je suis pas ostéo, je sais pas exactement comment, le pourquoi du comment. Mais voilà, ça a marché pour moi. En 2 semaines et demie, c'était réglé. Pour mes potes, pareil. Donc, si jamais, voilà, allez voir quand même un kiné, allez voir quand même un ostéo. Mais vu que je vois pas en quoi ça pourrait aggraver le truc, je me permets de vous donner ma méthode de rat qui ne vous coûtera qu'une demi-bouteille d'eau. Parce que ouais, en plus, aller chez le médecin, faire une radio, aller chez le kiné, ça coûte de l'argent. Moi, je suis un rat. J'ai dit, c'est la méthode de rat. Vous en faites ce que vous voulez, c'est cadeau. Bon, bah ça marche. Tout le reste. Bon, bah je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui visionnent. On va se laisser 5-10 minutes pour répondre à vos questions, mais on va terminer le podcast. Là, c'est la fin de ce podcast. Ouais. Merci de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a plu. Objectif 1000 abonnés pour recevoir des invités et parler de manière plus approfondie des thématiques de l'escalade. Je vous invite à nous découvrir ou à nous écouter sur Spotify. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles. Vous le savez, on est tous des créateurs de contenu. On prend le temps pour vous proposer un nouveau format. Il faut aussi prendre le temps de le développer. Donc ne soyez pas trop dur avec nous. On voit que certains commentaires sont assez tranchants. Les gars, laissez le temps à ce format de se développer. Objectif 1000 abonnés pour avoir vraiment ce petit côté expert qu'on invitera. On a chacun une petite liste de contacts qu'on vous réserve pour ce podcast. On vous dit à la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Ciao, ciao.